Donc ce que je voulais vous partager ce soir, c'est vraiment par rapport à des séances que j'ai pu faire avec des personnes qui m'ont consulté, ou les personnes viennent me consulter parce qu'elles ont un problème dans leur vie. Ça peut être un problème de couple, ça peut être un problème professionnel, ça peut être un problème de santé, ou un autre problème. Mais là, vous allez voir, en l'occurrence, on va parler de problèmes personnels, professionnels, de santé, etc. Et donc, en fait, les personnes qui viennent me consulter, généralement, me proposent leurs problématiques. Et après, c'est à moi d'aller mener l'enquête, parce que quand on constelle, on mène vraiment une enquête, comme si on était là avec une loupe, et on va essayer de voir les détails, quels sont les liens, quelles sont les choses qui peuvent influencer la personne qui me consulte. Et en fait, si vous voulez, le but d'une séance, c'est vraiment d'avoir une lecture de ce qui se passe dans l'inconscient de la personne. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais le principe d'une constellation familiale et systémique, en fait, c'est de répondre à une ou des problématiques de la personne. Et très souvent, en fait, sa problématique ou ses problématiques viennent de ce qu'elle a vécu lors de l'enfance ou lorsqu'elle était adulte. Mais ce n'est pas forcément l'événement qui va être mémorisé, mais ce sont les ressentis, les émotions, les sentiments que la personne aura eus lors de cet événement. Et en fait, c'est propre à chaque personne, parce que chaque personne a sa sensibilité. Ça, c'est une première chose à retenir. Chaque personne ne vivra pas un événement identique de la même façon. Je m'explique. L'exemple que je prends souvent, c'est vous êtes à plusieurs dans la rue, il y a une route, et tout à coup, vous avez un chat qui traverse la route, et là, il y a une voiture qui roulait à vive allure et qui frôle le chat. Le chat a failli passer sous une roue, sous un pneu. Eh bien, chaque personne du groupe va ressentir des choses qui lui seront propres et en fonction de sa sensibilité. Vous avez des gens qui ont peut-être déjà eu un chat qui s'est fait écraser. Eh bien, en fait, pour elle, ça va être l'horreur totale, énorme montée d'adrénaline, augmentation du rythme cardiaque, surstress, coup de peau, le chat n'a pas été écrasé, mais tout de suite, et même de la tristesse, parce que ça va leur rappeler leur joli minet, leur joli matou, qui s'est fait écraser il y a peut-être un an ou deux. Vous voyez ? La personne est hypersensible à ce type d'événement-là. Vous avez des personnes qui adorent les chats et qui vont sursauter, mais qui vont vite redescendre dans leur émotionnel. Ok, c'est bon, elles sont rassurées assez rapidement. Et vous avez des personnes qui n'aiment pas les chats et qui vont se dire « Ah bah, c'est dommage, ça aurait pu faire un chat de moins sur Terre et ça m'aurait bien plu. » Vous voyez ? Chaque personne a sa sensibilité par rapport à un événement. Et bien en fait, on fonctionne tous comme ça. Et généralement, des mémoires inconscientes qui sont évidemment dans notre cerveau, qui sont programmées dans notre corps, eh bien, sont dues, si vous voulez, à ce qu'on aura ressenti à un instant T. Et en fait, nos ressentis inconscients vont très souvent dater de notre conception jusqu'à aujourd'hui. Sauf que quand on est bébé dans le ventre de maman, jusqu'à à peu près 7, 8, 9 ans, ça dépend des personnes, eh bien en fait, si vous voulez, on a une partie du cerveau, c'est le cortex préfrontal, qui ne peut pas gérer l'émotion. C'est-à-dire qu'une émotion perçue, ressentie, un sentiment perçu, ressenti, en fait, eh bien, nous les adultes, normalement, on est censé pouvoir les gérer plus ou moins bien, mais un enfant ne peut pas les gérer. Et donc, lui va vraiment mémoriser ce qu'il aura ressenti. Et très souvent, l'inconscient fait en sorte de se dire « ce que j'ai connu là, eh bien, ça va me programmer, soit je dois m'adapter à ce que j'ai ressenti là, soit ce que j'ai ressenti là, en fait, eh bien, ça fait partie de ma vie. C'est maintenant, c'est comme si c'était acté et c'est ce qui va me porter dans ma vie. » Et vous allez le voir dans les exemples qui suivent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous des êtres historiques. Alors, si vous avez fait un peu de philosophie, vous avez pu voir ça, l'histoire de l'homme. Nous sommes tous des êtres historiques et c'est ce qui fait notre particularité, c'est-à-dire qu'on peut se souvenir de ce qui nous est arrivé et se dire, bah oui, c'est vrai, quand j'ai vécu ceci, quand j'ai vécu cela, je m'en souviens encore comme si c'était hier, ça m'a stressé, ça m'a écœuré, ça m'a mis en joie, etc. Ça, c'est des ressentis qu'on va avoir consciemment, c'est notre mémoire consciente. Mais ça serait trop facile puisqu'on a cette mémoire inconsciente à laquelle nous n'avons pas forcément accès nous-mêmes comme ça aussi facilement. Et c'est pour ça qu'il faut faire appel à des gens comme moi. Donc il n'y a pas que les constellations familiales et systémiques qui peuvent permettre d'accéder à ça. Vous avez tout ce qui est hypnothérapie, kinésiologie, et j'en passe parce que je ne connais pas toutes les techniques non plus. Donc nous sommes des êtres historiques et comme je vous le disais par rapport à l'enfance,
quand vous êtes dans le ventre de votre mère, très souvent, vous allez ressentir les stress soit de maman, soit de papa, soit des gens proches. Et même si bébé, en fait, n'a pas encore accès au langage, même s'il n'a pas accès à toute sa maturité cognitive au niveau du cerveau, de son corps, eh bien, il va déjà, même tout petit, s'imprégner de certains stress des parents. Pas tous, heureusement, mais de certains stress. C'est comme s'il y avait une sélection qui était faite. Ce stress de maman, je vais le prendre là. Ce stress de papa, je vais le prendre là. Et d'autres stress que vont vivre les parents, je m'en fiche complètement, je ne me sens pas concerné et je vais les laisser tomber de côté. Ok ? Et tout ça, tout simplement, c'est parce que c'est ce qu'on appelle une adaptation au monde du vivant de par nos sensations, nos perceptions. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant va percevoir un stress chez maman, par exemple, il va considérer qu'il est comme concerné par ce que vit maman, et très souvent, il va inconsciemment et involontairement, parce que c'est une volonté inconsciente, eh bien, se dire « je dois sauver maman ». Je dois être le pansement de maman, je dois être la continuité de ce que vit maman. Bref, l'enfant va vraiment faire éponge et s'accaparer ce que va sentir maman. Mais il pourrait très bien le faire avec le grand frère, la grande sœur ou le papa. Okay, des gens très proches. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va générer un conditionnement dans la vie de la personne. Ça va générer un programme biologique de survie, un programme d'adaptation, un programme de résilience inconscient, mais pour la suite de la vie de la personne. Alors je vous explique tout ça, c'est un peu de la théorie, mais c'est parce que c'est passionnant, vous allez voir après dans les exemples comment on peut argumenter tout ça. Et c'est comme si du coup l'inconscient se disait « j'ai besoin de ressentir ce stress de manière inconsciente pour exister ». J'ai besoin de rester calé sur ce surstress qu'a vécu papa, qu'a vécu maman. Ça me sert de référent émotionnel et c'est ça qui me permet de subvenir à mon existence. C'est là-dessus que je vais me calquer pour assurer mon existence. Alors, des fois, vous me voyez regarder en bas parce que j'ai tout ça en notes. Alors, autant il y a 15 jours, j'ai rien préparé parce que le sujet c'était sur l'intuition et donc j'ai laissé libre cours à mon intuition. Que là aujourd'hui, non, j'ai des exemples à vous citer et il y a des informations que je ne veux pas passer à la trappe et donc c'est pour ça que j'ai pris des notes. Donc c'est pour ça je vous parle de ça parce que d'un live à l'autre, c'est jamais présenté de la même façon, c'est jamais les mêmes thématiques et c'est jamais ma même façon de faire en fait. Et donc, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que ce que je vais vous dire ce soir, eh bien, ce ne sont pas des vérités absolues, ce sont des récits en rapport avec des expériences vécues, alors vécues par rapport à moi avec des relations et des séances que j'ai pu faire avec les personnes qui m'ont consulté, mais aussi propres à la vie de chaque personne. Alors peut-être que parmi vous, qui me connaissent, eh bien, il y en a qui vont se reconnaître. J'en sais rien, mais en tout cas, je vais vous dire un truc, c'est qu'il y a des scénarios de vie que je retrouve d'une personne à l'autre. Et ça arrive assez fréquemment. Et on se dit, du coup, les personnes ont vécu à peu près les mêmes choses, les bébés, les enfants ont ressenti à peu près les mêmes choses, donc la vie de la personne va ressembler à celle de la personne à qui j'ai déjà fait la séance. Eh bien non, pas forcément, puisqu'une fois de plus, c'est propre à la sensibilité de chaque personne. Voilà ce que je voulais vous dire. Et avant de commencer par le premier exemple, eh bien, je voulais vous donner mon actualité, c'est-à-dire que si vous allez sur mon site boostez-vous.fr, eh bien, vous aurez mon actualité au niveau des formations et des événements que j'organise. Donc j'ai mis en ligne les dates pour la formation pour apprendre à consteller en individuel, on commence en janvier. J'ai mis aussi les dates pour commencer la formation qui est sur le biodécodage des maladies, c'est-à-dire comprendre l'origine émotionnelle des maladies. Et ça tombe bien parce que là, ce soir, eh bien, je vais avoir un exemple en effet d'une personne qui a des problèmes de peau et on va aller chercher son origine émotionnelle. J'ai aussi le plaisir de vous proposer en fait à Nantes, à côté de Nantes, à Saint-Père-en-Retz, un atelier constellation familiale et systémique. Ce sera le 19 octobre à Saint-Père-en-Retz. En Vendée, j'ai 2 dates. Ce sera le 26 octobre à La Roche-sur-Yon et le 29 novembre à Esnay. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail et puis je serai super content d'y répondre. Et j'ai vu qu'il y avait des questions, alors je vais essayer de voir. Voilà, c'est Chris qui me dit c'est autant qualitatif que spontané. Bah ouais, je te remercie Chris, voilà, ça fait plaisir que tu apprécies ce que je propose. Je vais boire un coup. Donc vous retrouvez toutes mes dates pour 2026, je commence les formations en 2026.
vous avez les dates et vous avez les tarifs. Alors, j'ai une première personne qui vient me consulter parce qu'elle me dit, voilà, je me suis séparé de mon conjoint, mais on a beau être séparés, je sais que la relation ne nous convenait pas, hein, elle ne convenait pas aux deux, mais je n'arrive pas à faire le deuil de la relation. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une dépendance affective avec cette personne, comme s'il y avait toujours un lien qui était là, et c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à passer à autre chose, et je suis toujours attiré par cette personne, et j'y pense tout le temps, ça rumine, et pourtant ça fait plusieurs mois qu'on est séparés, et c'est moi qui suis parti parce que cette relation ne me convenait plus. Alors je dis, en effet, on va aller voir pourquoi il y a cette sorte de dépendance affective, ou bien ce lien inconscient qui fait que, quelque part, par rapport à ton ex-conjoint, en effet, tu n'arrives pas à couper les liens et en effet à passer à autre chose. Alors ce qui s'est passé dans les premiers moments de la séance, en fait, c'est que quand cette personne est née, l'accouchement s'est bien passé, mais peu de temps après que bébé soit sorti du ventre de maman, en fait, il y a eu des complications chez bébé, un petit problème de santé, et donc bébé a été hospitalisé. C'est-à-dire qu'au moment où bébé était hospitalisé, en fait, maman n'a pas pu aller le voir tout de suite et n'a pas pu passer du temps avec lui parce que le bébé était sous couveuse, il recevait des soins, il est obligé d'être opéré. Bref, il y a eu tout un laps de temps où bébé, en fait, était coupé du contact physique sensationnel avec maman. Et avec papa aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, cette personne, bébé, a ressenti une très profonde solitude. C'est-à-dire que bébé s'est senti seul, s'est senti exclu, s'est senti comme abandonné. Et autant vous dire que dans la psyché d'un bébé, si un bébé se sent abandonné, pour lui, dans le monde de la nature, on fait partie des mammifères en fait, un mammifère qui se sent abandonné, un bébé qui se sent abandonné, il sait que inconsciemment, il va savoir que sa fin est proche. Qu'il ne pourra pas survivre sans papa ou sans maman, en fait, sans quelqu'un qui pourra le nourrir, le protéger. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce sentiment de solitude s'est engrammé dans l'inconscient de cette personne quand elle était bébé, parce qu'elle a été hospitalisée. Alors, c'est de la faute à personne. C'est juste que bébé avait une pathologie et il fallait absolument l'hospitaliser. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que dans son inconscient, c'est, eh oui, je ne peux pas supporter d'être seul maintenant. J'ai tellement souffert de la solitude, ça m'a tellement manqué la présence rassurante, réconfortante de papa ou de maman, qu'aujourd'hui, j'ai un absolu besoin d'être avec quelqu'un et de ne pas me sentir seul. Est-ce que vous comprenez que, parce que la personne, bébé, en fait, a vécu un surstress dès la sortie du ventre de maman, eh bien tout de suite dans son inconscient, il a gardé en mémoire ce sentiment de solitude avec l'insécurité absolue qui pouvait découler en fait de sa solitude. Et c'est comme si quelque part dans son inconscient, quelque part dans son cerveau, ça voulait dire solitude égale insécurité. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la personne, elle a beau être adulte, dans son inconscient, quelque part, je ne sais pas si c'est là, si c'est là, si c'est là, mais dans son inconscient, ça lui dit non, si tu te retrouves seul, tu vas être en insécurité. Et donc c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se détacher, à se décoller de son ex-partenaire. Donc ce qu'on a fait pendant la séance de constellation, j'ai incarné la personne bébé. J'ai ressenti en fait son sentiment de solitude, sa tristesse, sa peur de mourir en étant seul, et donc on remet de la paix dans tout ça, on vient rassurer bébé. On ne refait pas l'histoire sur un plan matériel, on n'est pas retour vers le futur de manière matérielle, mais on est retour vers le futur de manière émotionnelle. C'est-à-dire que dans le fil du temps, nous sommes des êtres historiques, et bien c'est comme si c'était gravé quelque part où on peut se reconnecter à ce qu'a ressenti bébé à ce moment-là et changer ce programme, ce ressenti. Du coup, le but c'est de rassurer bébé et de faire en sorte que bébé qui s'est senti coupé des liens affectifs de maman, eh bien en fait se sente accueilli par maman, se sente choyé, se sente aimé. C'est comme s'il y avait vraiment un réconfort et se sente complètement aimé et protégé par maman.
Et on peut changer ce programme-là. Et une fois qu'on a changé dans l'inconscient, on est passé d'un programme d'insécurité en étant seul à un programme, ben non, en fait, je me sens aimé, je me sens protégé et je suis avec les miens, avec papa, maman, eh bien, il n'y a plus ce programme de peur d'être seul et donc de se retrouver en insécurité. Ce qui fait que ça va permettre après à la personne, eh bien, en fait, de se dire de manière consciente, mais surtout inconsciente, ben non, je n'ai plus besoin de l'autre pour exister. Parce que ce que j'avais noté par rapport à cette séance, en fait, c'est que la présence de l'autre me permet d'exister. Et en fait, je me sens être reconnu par l'autre. Vous voyez, c'est une reconnaissance dans son identité, dans qui elle est. Et la personne, en fait, se sent même vivante à travers le regard de l'autre. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on est passé d'un état où il y avait une dépendance par rapport à l'autre, où la personne avait besoin de l'autre pour se sentir vivant, à un état d'indépendance, je n'ai plus besoin de l'autre pour me sentir exister, pour me sentir reconnu et pour me sentir en vie. C'est juste énorme. Et je crois que c'est Jean-Paul Sartre, il me semble, qui avait dit « L'homme est un loup pour l'homme ». C'est-à-dire qu'à travers le regard de l'autre, je me sens jugé, je me sens dégradé, je peux me sentir rabaissé, etc. Ce qui est vrai. Mais si je me sens rabaissé, si je me sens dégradé dans le regard de l'autre, dans ce qu'il peut dire, c'est uniquement parce qu'il peut avoir du pouvoir sur moi, parce que quelque part au fond de moi il y a une blessure qui fait que je lui donne trop de pouvoir à l'autre sur mon existence, c'est-à-dire que c'est le regard de l'autre qui va me donner de la valeur ou qui va me dévaloriser. Et bien quand on guérit de ces blessures-là, de dévalorisation, de perte d'identité ou de culpabilité d'exister, l'autre, le regard de l'autre, justement, Jean-Paul Sartre, l'homme est un loup pour l'homme, eh bien l'autre, du coup, n'est plus un loup pour moi, puisque je n'ai plus rien à craindre de lui, je n'ai plus à me sentir en insécurité, puisqu'il ne fait plus écho avec des insécurités inconscientes. Voilà. Et je lui demande à la personne qui me consultait par rapport à ce sujet-là, est-ce que ça t'est pas arrivé quand même à un moment dans ta jeunesse ou dans ta vie de devoir en faire de trop pour te faire remarquer par les autres? Elle me dit si, complètement, ça c'est vraiment observé dans ce comportement-là, où si vous voulez, ce qui se passait, c'est que toujours de manière inconsciente, elle devait en faire de trop, elle exagérait toujours certaines choses, mais c'était uniquement pour se faire remarquer, pour attirer l'attention et le regard des autres, parce que inconsciemment, elle avait besoin, c'était vraiment un besoin, c'était pas une envie, c'était un besoin, que l'autre porte son attention sur elle afin qu'elle puisse exister et vivre. Vous voyez à quel point notre inconscient peut même dicter certains de nos comportements, c'est ce qu'on appelle un conditionnement. Je vais même aller plus loin. Dans cette histoire, en fait, cette personne n'avait pas que ce souvenir inconscient par rapport au fait qu'elle a ressenti un manque de contact avec maman et une insécurité, elle était aussi en loyauté avec son grand-père qui lui avait été orphelin. Et donc en fait, son grand-père lui portait justement cette énorme blessure de se sentir seul, d'avoir été peut-être abandonné. Et donc en fait, la personne était en loyauté avec son grand-père qui était orphelin. Et donc on est aussi allé libérer cette loyauté vis-à-vis de son grand-père de manière à ramener de la paix en elle. Et là du coup, on va au-delà de l'inconscient, puisqu'on appelle ça le champ d'information, c'est-à-dire que donc ça fera l'objet du webinaire dans 15 jours. Et bien en fait, c'est que les loyautés transgénérationnelles avec nos ancêtres, ça correspond à ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quelque part un conditionnement qui va faire qu'on va ressentir à peu près les mêmes choses que ce qu'ont ressenti nos ancêtres. Voilà. Et c'est très puissant puisque ça peut vraiment venir nous influencer. Voilà. Et donc, en se déprogrammant de cela lors de la séance, la personne, quelque part, elle est venue changer son programme inconscient en se disant je n'ai plus besoin de l'autre pour exister, je peux enfin vivre seul. Et ça lui a permis d'effectuer son deuil. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et en même temps, j'ai un retour là sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai un autre exemple, en fait, c'est une personne qui vient me consulter. Elle me dit, voilà, je suis en retraite, je suis divorcé, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, quelque part tout va bien, mais j'ai plus de sens à ma vie. Je sais pas trop ce que je vaux, je sais pas trop ce que je veux, j'ai pas d'engouement à faire des choses, voilà, comme s'il y avait vraiment une lassitude de la vie. Alors pourtant, elle a une 60aine d'années, elle est en retraite depuis quelques années et elle se dit, ouais, toute ma vie j'ai été active, j'ai exercé une très belle profession d'aide pour les autres, j'ai aussi formé les gens à ma pratique thérapeutique.
Vraiment, j'ai pu m'exprimer dans mon art et transmettre mon art. C'est un peu ce que je fais aussi, c'est ça qui est rigolo. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Il n'y a plus rien qui me donne goût à la vie. Alors évidemment, on pourrait se dire de manière très facile, bah oui, mais c'est parce que tu es en retraite, tu n'as pas préparé ta retraite, tu peux aller faire des occupations, tu vois, ça va t'occuper. Mais non, en fait, elle a beau essayer de faire des choses, elle aime se promener, elle aime voyager, elle aime avoir du lien social, mais il n'y a plus de motivation. Alors je lui dis, ok, je lui dis à peu près depuis quand est-ce que tu sens qu'il y a cette morosité, cette monotonie, le fait que tu n'aies plus d'engouement dans ta vie et qu'il n'y ait plus rien qui te motive. Elle me dit, en fait c'est depuis que je suis divorcé. Alors ce qui est étonnant parce que quelque part la personne, elle a divorcé de son mari, donc c'est une femme. C'était pour être plus heureuse dans sa vie, pour vivre mieux. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle divorce. Et c'est presque le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, elle se sent moins heureuse, moins épanouie, et au contraire, elle n'a plus d'engouement dans sa vie, elle n'a plus de... c'est plus qu'elle est plus passionnée, mais en tout cas, il n'y a plus rien qui la stimule, elle n'est plus dans une dynamique de créer, et d'être dans sa créativité et d'inventer des choses. Je lui dis, ok, bon, donc tu as divorcé, tu avais 62 ans, oui. Et en fait, si vous voulez, les gens, quand ils viennent me consulter, moi je leur envoie une fiche contact où ils me donnent pas mal d'informations sur votre vie. Et ça me permet en fait d'aller beaucoup plus vite dans la séance parce que j'ai plein d'informations qui peuvent être écrites. Et je lui dis, mais en fait, tu m'as écrit aussi que ton père était décédé à 41 ans. Ah, elle me dit oui, ouais, ok. Et je lui dis aussi, ouais, mais regarde, dans les événements qui t'ont marqué, tu as fait aussi une IVG à 21 ans. Ah bah oui, oui. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? 21 ans, 41 ans, 62 ans, à peu près à 6 mois, 1 an près. Et ben je lui dis, est-ce que quand tu avais 21 mois, il ne t'est pas arrivé quelque chose? Alors, cette séance-là, elle est juste énorme parce que c'est là où on voit les répétitions de scénarios de vie. Et c'est là où on voit où il y a le rapport aux chiffres, au nombre. C'est-à-dire que votre inconscient ne se trompera jamais. Quand il vous arrive quelque chose et qu'il y a une redondance dans les durées de vie ou bien des multiples de vie, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'en effet, chez cette dame-là, tous les 21 ans, il devait y avoir une rupture. Et il devait y avoir une rupture, en fait, je dirais même plus en rapport avec, par exemple, le masculin. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je lui dis, eh bien on va aller déprogrammer petit à petit toutes ces choses en rapport avec le chiffre 21, à peu près, à 6 mois, 1 an près, de manière à ce que, quelque part, tu sois, vous voyez, je prends même la posture, tu te sens soulagé de ne plus avoir besoin de porter quelque chose qui t'empêche de vivre. Alors c'est une dame qui a un petit frère, et je lui demande combien d'années d'écart il y a entre ton frère et toi. Donc en fait, il y a un peu plus de 2 ans. Mais je lui dis, ouais, mais ce qui se passe, c'est que... Et non, je me suis trompé. C'est pas un petit frère qui est là, c'est une petite sœur. Mais en fait, elle me dit, bah oui, mais mon père aurait toujours voulu avoir un fils. Et en fait, il n'a pas eu de fils. Mais en fait, dans la séance qui est ressortie, c'est que quand elle avait à peu près 21 mois, maman était déjà enceinte, et là, papa a trouvé le prénom du fils. Et dans l'esprit de bébé, c'est « je vais être remplacé ». Vous voyez ? Et en plus, je vais être remplacé par un petit frère dans la tête de papa. Et en fait, ce petit frère est vraiment beaucoup plus attendu par papa que moi, je ne le suis. Donc, en fait, le petit frère va avoir beaucoup plus d'importance que moi. C'est le ressenti de l'enfant. C'est sa perception qu'il a eue, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais bébé, à peu près 21 mois, 21, 22 mois, a ressenti ça. Il a senti que pour papa, si papa avait un fils et qu'il l'appelait avec un certain prénom, eh bien pour papa, ça allait être comme quelque part un enchantement, une immense joie d'être papa d'un garçon. Et bébé a ressenti ça. Mais du coup, bébé s'est dévalorisé par rapport à ça. Et en fait, bébé s'est dit, bah oui, mais en fait, je vaux moins que le prochain bébé qui va arriver, je vaux moins aux yeux de mon père. Très forte dévalorisation. Ce qui fait que cette dévalorisation-là, pour la personne, en fait, c'est venu la chercher, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, c'est « je vaux moins que ». Je vaux moins que le fils qui est attendu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs mois plus tard, ce n'est pas un fils qui est né, c'est une petite fille.
Et même si c'est une petite fille qui est née, ça n'a rien changé dans la psyché de bébé. Bébé s'est fait un scénario à lui tout seul, uniquement parce qu'il a ressenti que papa, peut-être dans les yeux de papa, la petite fille aurait moins de valeur que le garçon qui allait venir. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais ça lui a programmé quelque chose à 21 mois. Donc 21 ans, quand elle a eu 21 ans, eh bien c'est là où elle a fait une IVG, elle était obligée parce qu'elle était trop jeune, elle n'était pas avec le bon partenaire, c'était pas le bon moment. Elle était en pleine étude, et donc en fait là elle a ressenti d'immenses culpabilités en fait, de ne pas avoir pu permettre à cet enfant de continuer sa vie. Et là le deuil n'avait pas été fait. À 41 ans, aux alentours de 41-42 ans, eh bien en fait son père est décédé. Et là en fait il y a un deuil qui n'avait pas non plus été fait, vous voyez, encore une séparation. Et puis elle a divorcé à 62 ans. Encore une séparation, répétition de scénario de vie. Et à chaque fois avec des culpabilités, des dévalorisations, je m'en veux, etc. Parce que, si vous voulez, il y a tout un enchaînement de ressentis qui se font chez l'enfant. Et je peux vous dire que très souvent, les culpabilités, c'est un des sentiments que vont avoir quasiment tous les bébés, tous les enfants. S'ils n'ont pas une culpabilité à projeter sur quelqu'un, ils vont s'en vouloir à eux-mêmes. Ils vont auto-alimenter cette culpabilité. Et j'avais encore une séance cet après-midi où la personne ressentait de la culpabilité vis-à-vis d'elle-même, mais je lui dis ouais, mais en plus tu t'en veux à toi-même. C'est-à-dire que c'est double sanction, double punition, en plus de me sentir coupable de moi-même, je m'en veux. Alors autant vous dire que quand quelqu'un ressent de la colère, le problème avec l'émotion de colère, c'est que ça verrouille, ça cimente toutes les autres émotions. Donc si vous avez de la tristesse, de la dévalorisation, les culpabilités, un stress, une énorme peur, une angoisse, une anxiété, hop, ça va tout verrouiller. Donc il faut d'abord déprogrammer la culpabilité. Alors il y a Chris. Voilà. Hein, donc on pourrait dire qu'on est au cinéma, mais les réactions, synchronicité sont absolument réelles. Ouais. C'est un truc de fou qu'on pourrait se dire, non pas ça, autant de répétitions fabuleux. Alors vous aussi, si vous voulez mettre en commentaire, si vous analysez votre vie, si vous dites bah oui, je comprends pas, c'est vrai qu'à 5 ans, j'ai perdu mon petit chien, voilà, j'étais très triste. À 10 ans, c'est pareil, j'avais un petit amoureux, il a déménagé, il a quitté l'école, j'ai été triste. À 15 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et si vous dites, ah bah mince alors, tous les 5 ans, il m'arrive une tuile, une séparation. Et ça peut être ça. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais analysez vos vies et posez vraiment vous les questions, cette question-là. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y avait eu un événement important dans votre vie, je dirais plus un événement dramatique dans votre vie, quelque chose que vous avez mal vécu, observez si vous-même, il n'y a pas une récurrence, il n'y a pas un multiple. Ça peut être tous les 3 ans. Moi, j'avais un multiple, c'était tous les 16 ans. Parce qu'à 16 ans, il m'est arrivé quelque chose de dramatique pour moi, mais dans ce que j'ai perçu. Vous voyez ? Donc c'est à 16 ans, 32, 48, hop, et stop, on va arrêter le scénario dramatique de tous les 16 ans, je dois vivre quelque chose de compliqué pour moi. Et bien c'est ce qu'on a fait pour la personne. Alors évidemment, on va dire que dans 21 ans, il ne va pas se reproduire une séparation pour elle, ça c'est sûr. Mais c'est surtout que ce qui s'est passé après pour elle, ça ouvre, vraiment ça lui ouvre sa vie, et du coup elle ne porte plus toute cette dévalorisation depuis qu'elle a 21 mois, toutes ces culpabilités d'avoir fait une IVG, toutes ces rancunes, toutes ces tristesses de s'être séparée, d'avoir perdu son père, vous voyez. C'est comme si vous aviez tout un train d'émotions qui d'un seul coup se libérait, lâchait, et là la personne se sent beaucoup plus légère dans sa vie, et du coup elle peut vraiment de nouveau se projeter, avoir des projets, avoir des intentions, peut-être envie de voyager. Bon là après en l'occurrence c'était pas forcément le cas, c'était plutôt un côté artistique. Et je lui dis écoute, dans ce côté artistique là tu as vraiment des choses à développer, parce que le fait de pouvoir t'exprimer artistiquement par ce biais-là, ça va vraiment t'apporter beaucoup et tu vas te sentir te construire à travers ça. Donc c'est vraiment génial d'avoir pu répondre à ça. J'ai une autre histoire à vous raconter. Une histoire de couple, encore un, mais ça arrive assez souvent. La personne me dit, voilà, j'ai un couple qui est dysfonctionnel, je n'ai aucune sexualité avec mon mari, ça fait des années qu'on est ensemble, mais en fait il ne se passe rien, mon mari bloque, et je souffre de bruxisme, et j'ai aussi des impatiences. Alors les impatiences, c'est le syndrome en fait des jambes sans repos. C'est-à-dire que très souvent, ça arrive le soir, les gens, c'est comme s'ils avaient leurs jambes là, et ils avaient envie d'aller courir, d'aller marcher, alors que non, c'est plutôt l'heure d'aller se coucher, et ça empêche vraiment les gens de dormir.
Là, c'est pareil, il va y avoir une origine émotionnelle à tout ça. Alors vous voyez, du coup, ça regroupe les problématiques de ce qui se passe dans notre inconscient et les somatisations et les maladies qu'on peut faire à cause de notre inconscient. Donc la personne m'explique un peu sa vie. Évidemment, j'ai sa fiche contact qui est là, et elle me dit, voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais 2 parents qui tenaient un commerce, et en fait, mon père était vraiment quelqu'un de soumis, et ma mère, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'un jour, ils ont eu un apprenti, et elle a eu une relation extra-conjugale avec l'apprenti. Sauf que la relation extra-conjugale avec l'apprenti, elle n'a pas duré 1 semaine, 2 semaines, non. Elle dure encore, elle a duré des années et des années. Mais elle me dit, ce qui se passe, c'est que l'apprenti, en fait, il dormait à la maison. Mais il dormait dans mon lit. Et elle me dit, ce qui se passait, c'est que le soir, maman montait pour me border moi, qui était une jeune enfant, une jeune fille. L'apprenti, lui, avait 5-6 années de plus que moi. Elle se mettait entre nous deux. Et en fait, elle me disait, tiens, est-ce que tu peux chanter, faire du bruit? Mais en fait, pendant ce temps-là, maman fricotait avec l'apprenti. Et ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, l'enfant, à ce moment-là, elle s'est vraiment sentie coincée. Elle s'est sentie comme si elle ne pouvait pas bouger de son lit, comme si elle devait rester là, et comme si elle était vraiment bloquée dans son lit et qu'elle ne pouvait pas en sortir. C'est ce qui va programmer le bruxisme et les jambes sans repos. C'est-à-dire que dans une pathologie, il y a toujours un programmant et un déclenchant. Là, le programmant, c'est ça. C'est-à-dire que pendant des années, elle a vécu cette situation, elle était bloquée dans le lit, avec maman d'un côté, et à côté d'elle, à côté de maman, cet apprenti, où maman fricotait avec le jeune là. Donc maman, en fait, avait son amant qui était dans le lit. Papa, lui, n'était pas du tout à sa place, c'est-à-dire qu'il n'avait absolument pas du tout sa place de père. Il laissait faire, parce qu'il forcément, il se doutait de ce qui se passait, mais il n'osait rien dire. Voilà. Alors, du coup, pendant la séance, si vous voulez, on a un contexte comme ça, mais je lui dis, ce qu'il va falloir comprendre, c'est pourquoi est-ce que ta mère, en fait, elle en est arrivée là? Pourquoi est-ce qu'elle a eu un mari qu'elle a, je dirais, castré? Pourquoi est-ce qu'elle a eu un mari, en fait, qu'elle a très malmené? Et pourquoi est-ce qu'elle a été amenée, justement, à avoir des rapports donc je ne peux pas dire le mot sur YouTube, parce qu'autrement je suis censuré. C'est ça qui est génial, c'est qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, vous avez tout un tas de vocabulaire que vous ne pouvez plus exprimer. Donc ça commence par un S, qu'elle a eu des rapports S-U-L avec son apprenti, parce que c'est pas normal. C'est-à-dire que l'apprenti, au départ, c'était un jeune, il était mineur, quoi. Il avait 14-15 ans, c'était vraiment un gamin, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la vie de la maman, en fait, à 11 ans, son père est décédé. Pardon, c'est pas ça. Quand la maman de ma cliente avait 11 ans, en fait, c'est sa mère qui est décédée, donc sa grand-mère à ma cliente qui est décédée. Et du coup, le père, qui était un peu désespéré, navré, il s'est dit ça. Il s'est dit, en fait, ma fille va remplacer ma femme. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, le père a initié sa fille à sa je ne prononcerai pas le mot pour ne pas être censuré sur YouTube, c'est dramatique, hein, on ne peut plus s'exprimer en fait sur YouTube, ni sur les autres réseaux sociaux. Et du coup, la gamine, en fait, à partir de 11 ans, malheureusement, elle a été la maîtresse, elle a été l'amante de son père. Mais ce n'était qu'une enfant. Et ça l'a traumatisée dans sa psyché. Mais ce qui fait que à l'âge adulte, cette femme-là a réussi à se marier et elle a voulu quelque part reproduire ce qu'elle avait vécu avec ce jeune apprenti, c'est-à-dire ce n'était pas l'adulte qui avait une coucherie avec l'adolescent, c'était son enfant intérieur qui avait une coucherie avec l'adolescent. Elle a vécu un traumatisme et elle ne pouvait pas s'empêcher de réitérer ça, de réexprimer. C'est parce que c'est ce qu'elle avait connu. Et donc du coup ma cliente, si vous voulez, alors ce qui se passe aussi, c'est que quelque part la mère de ma cliente, si vous voulez, dans sa psyché, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'est laissée faire, on va dire c'était la mère de son père, mais c'est pas que ça. C'est que sa mère avait d'énormes culpabilités, puisque inconsciemment elle aurait préféré prendre la place de sa mère en décédant elle, que sa mère continue de vivre et que ce soit elle qui décède. Première chose, donc très forte culpabilité, très forte dévalorisation. Donc du coup, une personne qui vit ça, et là en l'occurrence c'était une enfant, quelque part c'est vraiment un pantin, on peut vraiment l'utiliser, en faire ce qu'on veut, quoi, parce que la personne n'est pas dans son état émotionnel normal.
Elle est désœuvrée, elle est triste, et avec toutes ses culpabilités. Et en plus, du coup, elle s'est dit, c'est moi qui vais devoir remplacer maman, et à ce moment-là, en effet, je vais accepter que mon père m'utilise, me remplace ma mère par moi, et je vais prendre le rôle de ma maman auprès de mon père. Voilà. Sauf que ma cliente, elle, en fait, tant qu'elle était là, elle se sentait salie, souillée, parce qu'en effet, ce qui se passe, c'est qu'elle était jeune, et quand elle ressentait quelque part ce que vivait le couple là à côté d'elle, elle se sentait comme écœurée, dégoûtée, ça ne lui plaisait pas évidemment, et en fait elle était complètement coincée à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que elle s'est sentie salie et elle était bloquée. Et c'est ce qui va créer plus tard son syndrome des jambes sans repos et du bruxisme, parce que le syndrome des jambes sans repos, ce sont des gens en fait qui inconsciemment vont avoir ressenti ou ressentent là actuellement le fait de ne pas pouvoir aller là où ils veulent aller. En fait, elles ne pouvaient pas quitter le lit. Et ce sont des gens, le bruxisme, les mâchoires qui se serrent, les gens qui vont grincer des dents la nuit et même les gens qui serrent des dents en journée, en fait, ce sont des gens qui se sentent coincés. Mais elle, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné qu'elle a vécu ça pendant des mois et des années, c'est comme si son inconscient s'était dit « c'est normal de se sentir coincé, de ne pas pouvoir s'échapper, de ne pas pouvoir aller là où je veux. » Et donc, en ayant ce ressenti comme si c'était acté et définitif, puisque ça durait très longtemps, en fait, elle somatise après, une fois qu'elle n'est plus dans le contexte, elle lâche prise avec le contexte, mais c'est à ce moment-là que le corps réagit, où le corps, je veux courir, j'ai les jambes sans repos, je veux fuir, je veux m'en aller, et j'ai les dents serrées, oui, je me sens coincé. C'est comme si je devais forcer pour m'échapper, partir de là. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'elle aura vécu consciemment, c'est-à-dire vraiment cette notion de dégueulasserie, de ne pas supporter ça, d'être coincé dans le lit, dans son lit, qui n'était plus vraiment le sien en fait, et de devoir subir ça. Et donc on est allé déprogrammer ça, c'est-à-dire qu'on va directement déprogrammer les ressentis qu'elle a eus enfant. Et si vous voulez, c'est de rendre à maman ses responsabilités, de rendre à l'apprenti ses responsabilités, de rendre à papa le poids de ses responsabilités, parce que papa se faisait quelque part castrer et marcher sur les pieds, c'est-à-dire qu'il n'avait plus son rôle de père. Voilà pour un deuxième exemple, où c'est là où on voit que l'inconscient, par rapport à un surstress qu'on aura pu ressentir, peut vraiment exprimer à travers le corps plusieurs années plus tard. Et tant qu'en fait, on n'arrive pas à déprogrammer l'origine de ce qui a programmé ça dans l'inconscient, la personne est condamnée à subir en fait son corps physique qui ne fonctionne pas de manière normale. Alors j'ai encore un autre sujet passionnant qui est en rapport avec une pathologie. Alors, et ce que je ne vous ai pas dit en effet, c'est que la personne, au départ, c'est quand même que la personne avait un couple dysfonctionnel et un mari sans sexualité. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Est-ce qu'il a fallu qu'elle tombe sur un mari qui ne pouvait pas physiologiquement, tout fonctionnait chez son mari. C'était psychologiquement qu'il ne pouvait pas avoir de sexualité. Et pourquoi est-ce qu'elle avait un couple dysfonctionnel ? Tout simplement parce que cette relation qu'elle a eue avec sa mère et cet apprenti, ça l'a programmé, ça l'a condamné justement à avoir l'inverse, c'est-à-dire, non, inconsciemment, je n'aurai pas d'homme qui veut avoir des rapports, tout simplement parce que ça m'a dégoûté, je me suis senti sali, souillé. Mais ça, c'est inconsciemment. Alors que consciemment, c'est une personne qui souhaite avoir donc une épanouie. D'accord ? Je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que je ne vais pas être censuré. Ou sachant que ce live sera en replay, je serai obligé de couper, quoi. Alors, donc ça me fait faire encore un peu plus de boulot de montage vidéo. Et ouais, c'est comme ça. Alors, une personne qui vient me consulter parce qu'elle a un problème d'urticaire. Alors, l'urticaire, c'est de démangeaison. Elle me dit, j'ai un problème d'urticaire sur tout le corps. Ça fait un petit moment que ça dure. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est que je vais me faire mes crises d'urticaire le matin au réveil. Après, ça peut disparaître. Mais c'est surtout que j'en fais à chaque fois que je vais faire du sport. À chaque fois, après le sport ou pendant le sport, ça commence à me démanger. À chaque fois que je vais randonner, par exemple, que je passe un bon moment.
À chaque fois en fait que j'ai une activité qui vraiment me plaît, où je m'épanouis, où je peux vraiment m'abandonner, tu peux être sûr, après je me fais une crise urticaire. Alors je lui dis d'accord, mais est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui est quand même plutôt anxieuse? Elle me dit si, en fait je suis anxieuse en permanence. Alors je lui dis on va aller voir pourquoi tu es anxieuse en permanence, parce qu'il y a certainement une relation de cause à effet entre ton anxiété, qui est là tout le temps, et ton urticaire qui n'apparaît qu'à certains moments. Alors ce qu'il faut observer en fait dans la vie de cette personne, c'est que elle fait de l'urticaire après avoir passé un bon moment. C'est ça qu'il faut retenir. Parce qu'il y a tout un tas de pathologies en fait qui apparaissent au moment où on se sent mieux ou bien au moment où on se sent bien. Et là, c'est le cas typique. C'est-à-dire que la personne, quand elle est en surstress avec son anxiété, en fait, elle est dans sa problématique de vie. Je suis en surstress. Là, elle ne somatise pas du tout. Là, il n'y a aucune pathologie en rapport avec la peau. Par contre, elle se détend, elle va mieux, elle s'épanouit. Là, elle somatise, elle fait sa pathologie, elle fait son urticaire. Alors je lui dis, écoute, on va aller chercher dans ta vie, pourquoi est-ce que tu es aussi anxieuse que ça? Alors elle me dit, j'ai sa fiche, et en effet, ce qui ressort, c'est que elle et son mari, ils ont 2 enfants, ils ont une fille et un garçon, et en fait, à un moment, ils ont appris que sa fille, quand elle avait 14 ans, elle s'est faite abuser par son grand-père côté paternel. Et ça a duré un petit moment. En fait, la gamine était adolescente et les parents n'avaient pas d'autre choix que ils ne voulaient pas la laisser seule en fait avec son petit frère, et donc du coup ils emmenaient les 2 enfants chez les grands-parents pour les garder parce que eux, les parents, ne pouvaient pas s'en occuper à ce moment-là. Mais le drame arrivait à ce moment-là, c'est-à-dire que la gamine s'est fait abuser par son grand-père à ce moment-là. Et la gamine, du coup, a déclenché un syndrome d'anorexie. Donc la maman qu'elle était, si vous voulez, d'une, elle était peinée, choquée, et avec toute la charge émotionnelle qu'on peut avoir quand on a une enfant qui est anorexique, parce qu'on se fait énormément de soucis pour elle. Mais je lui dis, le truc, c'est que tu sentais que chez ta fille, il y avait un truc qui allait pas, mais tu ne savais pas quoi. Mais c'est surtout que toi, maman, tu as pris le surstress, le dégoût, alors qu'est-ce que j'ai noté, l'écœurement que ta fille avait au moment où elle était abusée par son grand-père. C'est-à-dire que là, c'est maman qui vient se sacrifier pour son enfant, c'est maman qui, inconsciemment, vient faire éponge avec les ressentis de sa fille. Et en effet, comme elle se sentait abusée, c'est, voilà, je me sens souillée, je me sens salie, et je ne peux pas, vous voyez, je fais les gestes comme ça, je ne peux pas me séparer, je ne peux pas me sentir autrement que salie, une dégueulasserie, vraiment souillée, etc. Maman a fait éponge avec l'émotionnel de sa fille de manière inconsciente, et c'est ça qui a entraîné son anxiété, son surstress. C'est-à-dire que maman ne s'est pas rendu compte que, en plus, d'une, elle était stressée parce que sa fille avait un problème de santé, qu'elle n'allait pas bien psychologiquement, mais elle a pris sa charge émotionnelle due aux abus. Et elle se les a accaparés. Et donc, ça a généré son anxiété très prenante chez elle. Et c'est une anxiété qui est due au fait du contact dégueulasse. C'est vraiment ça, tout ce qui est problème de peau, c'est en rapport avec du contact. Soit une perte de contact agréable, soit du contact dégueulasse, du contact que je voudrais éviter ou que je ne peux pas éviter. Tous les problèmes de peau, c'est en rapport avec un conflit en rapport avec du contact physique. Réel, imaginaire, virtuel ou symbolique, évidemment. Et donc, on est allé chercher justement qu'est-ce que sa fille avait ressenti pendant ces événements-là et qu'est-ce qu'elle aussi, elle avait pompé, dont elle s'était imprégnée de sa fille et qu'elle n'avait pas à garder en fait. Et du coup, on a rendu, donc ça c'est la technique des constellations familiales, on a rendu tout ça à celui qui a abusé sa fille de manière à déprogrammer, à désincarcérer ces 2 femmes de tout ce qu'elles avaient pu vivre et subir, que ce soit de manière directe ou indirecte. Et c'est comme ça en fait qu'on a pu déprogrammer, si vous voulez, ces crises urticaires. C'est-à-dire que la personne n'a plus été après dans un état d'hyper-anxiété, n'était plus stressée de manière inconsciente, ça s'est apaisé en elle et donc du coup elle n'avait plus besoin de trouver des moments apaisants, des moments valorisants pour se sentir bien dans sa vie.
puisque d'une manière générale, elle se sentait beaucoup mieux, parce que libérée justement de cette loyauté vis-à-vis de sa fille. Ça, c'était un autre exemple. Et il y a aussi souvent ce qu'on retrouve quand il y a une personne qui a été abusée, c'est de retrouver l'honneur. C'est de retrouver vraiment, alors là en l'occurrence, sa féminité, sa beauté. Mais vraiment, quand les personnes se libèrent par rapport à ce genre d'événement, ça vient vraiment faire un travail énorme sur leur identité, sur leur sexualité, évidemment, sur tout ce qui leur appartient et dans leur intimité aussi très profonde. J'ai un autre exemple. Donc là, c'était pour cet exemple-là, en fait, c'est autant au début, je vous disais, bébé fait éponge avec les ressentis de papa-maman. Ouais. Et puis après, c'est les parents qui peuvent faire éponge avec les ressentis de leurs enfants. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Et par contre, là, comme vous le voyez, ils peuvent vraiment s'imprégner. C'est vraiment comme s'ils absorbaient. Ils voulaient absorber. C'est un programme biologique de survie aussi. Ils voulaient absorber ce que l'autre a ressenti pour le sauver. Malheureusement, ça n'a pas agi sur sa fille, évidemment, mais par contre, ça agit sur elle et ça l'a fait somatiser après. J'ai une personne qui vient me consulter, elle me dit, là je me sens complètement épuisé, je bosse à temps partiel, mon métier j'adore, je m'occupe beaucoup de mes enfants, et en fait mon mari bosse dans une société où il travaille la nuit, jusqu'en début de matinée. Et ce cas, c'est que j'ai le dernier qui est vraiment tout petit et il se réveille la nuit. Et alors, du coup, il n'y a que moi qui vais la nuit pour le border, pour lui donner à boire, etc. Mais donc, ça me crève, ça me fatigue, je suis éreinté. Et elle me dit, le problème, c'est que mon mari, il est vachement absent en fait. Alors, oui, il est là en journée, il est là l'après-midi, après sa sieste, on se voit le soir, on se voit les week-ends. Il n'y a encore pas tous les week-ends. Mais elle me dit, c'est comme si quelque part, il est passionné par son métier, c'est comme si son métier, c'était sa maîtresse. Et elle me dit, j'ai l'impression aussi de vivre quelque part avec un fantôme. C'est-à-dire qu'il est là, mais je suis toute seule à devoir manager, à devoir gérer la famille, à devoir gérer la maison. Et en fait, du coup, ça l'épuisait complètement. Alors je lui dis, écoute, quand je me cale sur toi, c'est comme si en fait il y avait une croyance en toi qui te dit, je n'ai pas le droit d'être heureuse en couple. Alors je lui dis, c'est une croyance, c'est pas une réalité. Enfin, c'est ta réalité inconsciente, mais il y a quelque chose en toi qui te dit, qui te dicte, je n'ai pas le droit d'être heureuse en couple. Je lui dis, on va aller voir ça. Et en fait, ce qui s'est passé, là, la personne, elle a une quarantaine d'années, et je lui dis, en fait, tu n'as pas fait le deuil d'une rupture que tu as vécue, mais c'était une rupture très violente, puisqu'en fait, quand elle avait 22 ans, c'est son petit copain qui est décédé. Et en fait, si vous voulez, tous les autres copains étaient en couple, ils étaient un groupe d'amis, ils étaient une dizaine à se côtoyer, à faire la fête ensemble, à avoir les mêmes sujets de conversation, et en fait, son petit copain est décédé. Et là, en fait, dans sa tête, c'est comme si, quelque part, c'était presque une fatalité qu'elle avait ressentie, c'est-à-dire inconsciemment, c'est je n'ai pas le droit, moi je n'ai pas droit au bonheur, tous les autres sont heureux avec leurs copains, leurs copines, mais moi mon copain est décédé et du coup je me retrouve toute seule. Je me retrouve toute seule, son copain est décédé, je me retrouve toute seule avec ce fantôme. Vous voyez, cette absence, ce conjoint qui n'est plus là, qui n'est pas là. Tout ça, c'est ce que sa psyché s'est fait comme scénario, toute seule là-haut, là, ça s'est fait ce bel engramme inconscient. Et ce qui fait que, quelque part dans sa vie, elle ne l'a pas voulu, mais inconsciemment, c'est « je dois être avec un fantôme ». Parce que son mari est trop absent dans sa vie, à elle, et dans sa vie de couple. Donc on est allé déprogrammer justement ce deuil qui n'avait pas été fait de ce petit copain qui était décédé, et c'est surtout qu'il n'y avait pas à avoir de fatalité, non. Quand tu as cette croyance « je n'ai pas le droit d'être heureuse en couple », c'est ça en fait qu'il faut supprimer et éliminer pour le remplacer par « j'ai le droit d'être heureuse en couple ». Et là, ce qu'on fait en fait lors de la séance, c'est qu'on va rendre les responsabilités aux défunts. On va rendre les responsabilités du malheur, des tristesses, celui qui est parti. Et généralement, en constellation, alors voilà, s'il y en a qui en ont fait, ils vont comprendre. Ceux qui n'en ont jamais fait et qui n'ont pas participé ne vont pas forcément comprendre. Mais on va incarner le défunt. On va le faire s'exprimer le défunt et on va pouvoir faire un bon mea culpa entre celui qui est parti et celui qui est resté. De manière à ce que celui qui est resté puisse vraiment faire son deuil et passer à autre chose.
Voilà. Que ce soit passé à autre chose de manière consciente, évidemment, surtout, nous, ce qui nous intéresse, dans ce cas-là, c'est de manière inconsciente. Et la personne, du coup, elle retrouve une certaine liberté d'être heureuse en couple, d'avoir un mari qui soit plus présent. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que des fois, du coup, le mari va changer de métier, ou le mari va changer d'équipe. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, comme par hasard, le rythme de vie va changer, et la personne va se dire, tiens, c'est marrant, j'ai retrouvé mon mari, ça va beaucoup mieux. Et en fait, c'était juste elle qui, quelque part, avait créé cette situation. C'est ce qu'on appelle un hasard de la vie, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Mais on attire à soi ce que l'on vibre à l'intérieur de nous de manière inconsciente et donc inconsciemment. C'est-à-dire que là, elle vibrait cette croyance « je n'ai pas le droit d'être heureuse en couple », alors qu'elle voulait être heureuse en couple, elle l'adulte de manière consciente, mais inconsciemment, c'était une autre information qui était développée, qui émanait d'elle. Et c'est ce que la vie lui a apporté. J'ai encore 2 autres histoires à vous raconter. J'ai bien potassé, j'ai bien bossé, je suis content de moi. Alors, j'ai une personne qui vient me consulter, elle me dit « je suis plus motivé par mon boulot, pourtant c'est un boulot, c'est un peu comme les personnes qui font partie du personnel soignant, je veux dire, c'est une vocation. Le métier qu'elle fait, c'est une vocation. Elle travaille avec une certaine catégorie de personnes, et c'est vraiment un métier passionnant, c'est un métier qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de préparation, de la passion presque. Certains sont passionnés, pas tous, mais certains sont passionnés. Et elle me dit, je ne comprends pas. Là, je reprends à bosser, on est en septembre, je reprends à bosser, je suis écœuré, je suis dégoûté, j'arrive pas à me mettre dedans, ça va pas du tout, je comprends pas ce qui m'arrive. Bon. Je lui dis oui, c'est quand même bizarre, parce que ça fait une dizaine d'années que tu fais ce métier-là, que ça se passe bien. Elle me dit ouais, mais c'est pas la première fois quand même que je sens ça en septembre, après les vacances, quand je dois recommencer à bosser. Je dis ok, on va aller chercher ce qui se passe. Donc là c'est pareil, l'origine émotionnelle de son conflit, de ses contrariétés, en fait ça n'avait strictement rien à voir avec un événement lié à l'enfance, c'est qu'elle était uniquement en loyauté avec un ancêtre. C'est-à-dire cette personne a dû avoir un ancêtre, si vous voulez, qui a eu une profession où il exerçait une autorité et en fait où ça a été un vrai salaud avec les personnes qu'il commandait. Ça a été, je dirais, le pire des enfoirés. Il abusait de son autorité, ça lui faisait du bien, ça lui faisait plaisir de malmener les personnes qu'il avait à ses ordres ou qui étaient sous son joug. Il a vécu comme ça, son métier comme ça, mais à un moment, il s'est repenti. Il y a un moment, sûrement qu'à la fin de ses jours, il a regretté ce qu'il avait fait. Et en fait, ma cliente était en loyauté avec cet ancêtre et surtout son repenti. Alors, j'avais pris en note plusieurs choses. En fait, cet ancêtre, il avait projeté sa force, son autorité, c'est-à-dire qu'il se sentait vraiment fort et du coup dans sa toute-puissance. Mais il avait à la fin de ses jours, il avait une énorme culpabilité d'avoir abusé de ces gens, de les avoir anéantis, de les avoir malmenés, de les avoir maltraités. Et en fait, c'est ce ressenti-là qui restait. Et c'est comme si vous voulez, l'ancêtre, quelque part, il voulait être dans la rédemption. Il voulait se faire pardonner d'avoir commis ces actes-là. Et donc, c'est ma cliente qui était directement en loyauté avec lui. Et c'est impossible à comprendre à partir du moment où on n'a pas accès à ces informations-là, parce que la personne peut très bien se dire, ouais, en fait, je vais changer de métier parce que ça ne me correspond pas. Oui, change de métier. Mais elle va changer de métier, mais vous pouvez être sûr qu'elle sera toujours en loyauté avec l'ancêtre, et en fait, ça va continuer. C'est-à-dire que même si elle travaille avec une autre catégorie de personnes, je veux dire, certainement qu'elle va de nouveau être écœurée. Et si ça se trouve, ça va la bloquer complètement dans sa vie professionnelle, et peut-être même personnelle si elle va faire du sport, si elle fait partie d'une association, parce qu'à chaque fois, elle se dira, non, mais moi, ça va pas, je m'en veux, mais c'est pas qu'elle s'en voulait elle, c'est qu'elle était dans les culpabilités de son ancêtre. Donc, ce qu'on a fait pendant la séance, c'est qu'on a rendu à l'ancêtre ses culpabilités, ses repentis, toutes ses volontés de se faire pardonner, et surtout toutes les crasses qu'il avait pu faire à ces gens-là qu'il avait malmenés. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai directement incarné en fait ces personnes qu'il avait malmenées, mais en fait ces personnes qu'il avait malmenées ne le voyaient pas de cette façon-là. Pour eux, ils n'avaient pas été maltraités. Bon, voilà, c'est comme ça.
Donc en fait, ça s'est bien fait, je dirais, le fait d'expier ses péchés, parce qu'il y avait aussi un peu une notion de catholique derrière, et de devoir vraiment se faire pardonner et d'être dans le repenti. Alors, il y a encore Chris qui me laisse un petit message, merci Chris. Génial, les histoires de vie vont au-delà de ce que l'on peut imaginer, et bravo aux guérisons. À tout bientôt. Donc c'est vraiment ce genre d'histoire qu'on peut vivre, hein. Si un jour vous participez à des ateliers constellation familiale et systémique, vous verrez, c'est juste énorme, c'est juste magnifique, quoi. On rétablit de la paix en fait dans la vie des gens. Et là c'était expier les péchés de l'ancêtre. Et il me reste quelques minutes où là je vais vous parler en fait d'une dernière histoire. C'est un homme qui vient me consulter, donc là on replonge dans le sujet de la soirée, où c'est cette mémoire inconsciente qui vient programmer un conditionnement. J'ai un homme qui vient me consulter et il me dit, bah voilà, ça fait 10 ans que je suis avec ma femme, tout se passe bien, et en fait depuis 2 ans, on a envie d'avoir un enfant, on a envie d'avoir un bébé, mais sauf que je n'y arrive pas. Ah ben j'ai dit, ok, est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux ce qui se passe? Et ben en fait il me dit, voilà, on s'entend bien, tout va bien entre nous deux, on commence à avoir un rapport sentimental, un rapport physique tous les deux. Mais en fait, alors là je vais essayer de peser mes mots parce que c'est pareil, la censure sur YouTube, vous voyez ce que je veux dire, vous m'avez compris. Je n'arrive pas à envoyer ma semence. C'est-à-dire que j'ai pas de problème de libido, j'ai pas de problème à être bien avec ma compagne, mais je n'arrive pas à expulser ma semence lorsque nous avons un rapport. Et ça, c'est uniquement depuis 2 ans, depuis qu'on a décidé d'avoir un enfant. Alors je lui dis, ok, bah écoute, c'est que ton inconscient, il bloque quelque part. C'est que certainement, quelque part, pour ton inconscient, le fait de devoir libérer ta semence dans ta compagne, dans le but d'avoir un enfant, il y a un danger, il y a une insécurité, il y a un surstress inconscient qui te ramène à ça, et donc en effet, tu es bloqué. Donc on est allé voir ça. Et alors en fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il me dit, et on a vu, c'est que lui, en fait, c'était le fils aîné de la fratrie. Juste après lui, il y a eu un autre bébé, mais en fait, ce bébé est décédé au bout de quelques mois. Et lui, en fait, il avait 3-4 ans quand son petit frère est décédé au bout de quelques mois. Mais ce qu'il y a, c'est que comme il a assisté au fait que maman était dans une tristesse abyssale, maman était complètement désœuvrée, maman était complètement hors d'elle-même et n'arrivait pas à remonter la pente, eh bien l'enfant de 3-4 ans s'est dit « Ah bah oui, mais avoir un enfant, ça rend triste maman. Moi, je ne rendrai jamais triste maman, je vais sauver maman et je vais la libérer de sa tristesse. » C'est-à-dire que l'enfant s'est pris pour le sauveur pour sa maman. L'enfant, de manière inconsciente, cherchera toujours à vouloir sauver, à être le sauveur du parent. Et bien là, c'est ce qu'il a fait. Donc, dans son cerveau, cette petite histoire, ce scénario, ça s'est mis quelque part là-dedans. Et donc, ça a créé un programmant. Ce qui fait que, du coup, dans sa vie d'adulte, il peut avoir une compagne, tout peut bien se passer pendant des années, mais au moment de créer l'enfant, ça vient directement faire référence à son histoire inconsciente de ce qu'il a ressenti, de ce qu'il a perçu. Non. Il ne faut pas avoir d'enfant parce que avoir un enfant, ça crée le désœuvrement, ça crée énormément de tristesse et ça, je ne veux plus supporter, je ne veux plus le reproduire, je ne veux plus le revivre. Donc ça l'empêche en fait d'envoyer sa semence dans son épouse afin d'avoir un bébé. Eh bien en fait, on est tous constitués de conditionnements divers et variés qui vont être liés à notre enfance. Ça peut être aussi lié à notre âge d'adulte lorsqu'on a vécu quelque chose de dramatique, lorsqu'on a vécu quelque chose de violent. Hein, et quelque chose de dramatique, ça peut très bien être une séparation, ça peut être quelqu'un qui est décédé. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que quelque part, eh bien, les non-dits inconscients vont générer des conditionnements et des programmes. Des programmes inconscients qui vont nous obliger à avoir certains goûts, à avoir certains dégoûts, à nous priver de certaines choses, nous couper dans nos relations, nous couper dans notre dynamique de vie. Parce que généralement, en fait, ces programmes inconscients liés au stress, c'est pas fait pour nous, je dirais de manière objective, c'est pas ça qui va nous faire avancer, progresser. Bien au contraire, c'est ce qui va vraiment nous empêcher de nous épanouir, nous empêcher d'évoluer à notre guise en tant qu'adulte, lorsqu'on a envie d'avoir des projets, de s'amuser, de profiter de la vie. Et bien, tous ces programmes-là vont très certainement
nous empêcher de profiter de la vie pleinement, à 100%, tout simplement parce que eh bien, ça vient nous bloquer dans notre réalisation personnelle. Voilà ce que je voulais vous dire, ça va être un peu la conclusion, le message de fin. Donc si vous avez apprécié ce live, eh n'hésitez pas à le liker, à le commenter aussi, un petit commentaire, au moins 5 mots, ça permet le référencement naturel sur YouTube. Et puis ce live, en effet, est en replay sur YouTube. Là, je l'ai enregistré, je ferai les manips demain et je le remettrai demain sur ma chaîne YouTube et donc il fera partie des différentes vidéos. Donc si vous souhaitez communiquer cette vidéo, n'hésitez pas à prendre le lien de la vidéo, à la partager sur les différents réseaux sociaux. Et puis n'oubliez pas, sur mon site boostez-vous.fr, vous avez toutes les dates des événements que je propose, avec les ateliers constellation familiale, avec les formations que je propose qui vont commencer en début d'année. Et puis si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mail à contactgp44@gmail.com et puis je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Excellente soirée, merci à vous pour votre attention et je vous dis à dans 15 jours où là on ira voir que des histoires, que des scénarios en rapport avec des loyautés avec nos ancêtres. À bientôt.